Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Non, je ne suis pas encore parti. Enfin, je vais peut-être partir bientôt. Donc c'est pour ça que je dois aller très vite en vidéo. Sans trop tarder, je vous montre un coffret à montrer. Et que j'ai tout visionné de hier soir à aujourd'hui. Donc, The History of a World Heavyweight Championship. Donc l'histoire du championnat du monde poids lourd. De 1905 à 2009. Alors c'est sûr, ça date. Hein. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'existe plus. Et voilà, la plupart des grands catcheurs. Ricky Steamboat, Terry Funk, Hollywood Hulk Hogan, à Triple H. Tout la liste des matchs. Et il est en français. Il me manque bien sûr celui de la WWE. Donc ça fait vraiment l'effet d'un livre. C'est vraiment, vraiment magnifique. Vous savez bien qu'il y en a 3, hein, donc c'est pour ça que je vous le montre. Bref, c'est magnifique. Et si vous avez vu à la miniature, il y aura peut-être une... Enfin, il y a une double review. Je dis quelque chose, mais voilà. Donc tout d'abord, DVD 1, c'est un reportage. Donc les origines du catch. Alors c'est sûr que le catch existe depuis des siècles, des siècles et des siècles. Hein. Là, je vous garantis, ça existait depuis pas mal de décennies et de temps. Donc à l'époque, bien sûr, c'était pas du catch qu'on connaît aujourd'hui. C'était du catch plutôt pour côté, on va dire, un peu fort, côté bagarreur, un peu de technique dans la brutalité. La plupart n'avaient pas tous de gimmick. Enfin, il y en a qui en avaient une propre, mais qui ont fait leur renommée. Jusqu'à ce que ça augmente les années précédentes et que les origines du titre apparaissent. Ça a été le cas pour le titre du monde poids lourd. Ensuite, un américain, Frank Gotch, un américain héros, enfin, un héros américain, Frank Gotch. Je crois qu'on explique que c'est peut-être lui le premier catcheur de l'histoire à avoir réussi à avoir ce titre. Enfin, je ne sais pas plus que ça, mais en tout cas, c'est lui qui est à l'origine du catch, on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, Ed Stradler Lewis. La plupart, je ne le connaissais pas, mais on nous présente un peu les origines des différents catcheurs, ceux qui ont un peu fait leur renommée à travers les âges et le temps. Ensuite, National Wrestling Alliance. Donc là, c'est sûr, pour la NWA, c'est un peu le concept qui existait depuis pas mal d'années, et encore aujourd'hui, ça existe, mais avec une nouvelle génération. Ensuite, Lutez. Lutez a apparemment apporté le titre au bout de ses hanches. Donc c'est, on va dire, lui qui a été un champion jusqu'à ce que c'était Pat O'Connor qui le bat et que ça devient pour Buddy Rogers le premier Nature Boy, bien avant Ric Flair, qui remporte le titre aussi. Ensuite, New Breed of Champions. Donc ça devient, on va dire, augmente avec les années jusqu'à 60, 70 et 80. Là, c'est sûr, dans les années 80, ça fait parler. Mais là, ils sont encore dans les années 70. Donc, World Champion. Donc là, ils nous citent cette époque, and Flair for the Gold. Ça, c'est pour le titre de Ric Flair, qui est la Big Gold Bet. Donc, Golden Rush, exactement comme ça. En passant par la Jim Crockett Promotion, donc voilà, ça passait de ce côté-là dans le territoire de la NWA. Et qu'on pouvait aller n'importe où, du fait que c'est dans la NWA, et que jusqu'à ce qu'ils font de NWA à WCW. Donc c'est sûr, c'était, on va dire, les débuts pour la WCW. Et on va dire, le rachat de la Jim Crockett Promotion à la WCW, c'est sûr, ça va un peu faire
des star power, ceux qui viennent de cette fédération, comme les Harley Race, Ric Flair, Steamboat, et qui encore, même les catcheurs japonais aussi. Il y avait aussi Terry Funk. Après, il y avait aussi Sting. Et d'autres, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ensuite, WCW Winters formed the NWA. Donc, quand on va dire ça devient que WCW. Donc, cette fois-ci, NWA n'existerait plus, vu comment la WCW a envahi le côté de la NWA à un côté nouvelle génération. Ensuite, Revolution WCW Championship. Donc, je me rappelle, c'était un autre titre qui est traditionnel WCW, jusqu'à ce qu'ils font revenir la Big Gold Belt, jusqu'à Undisputed Championship. Ça, c'est quand Chris Jericho bat The Rock et Stone Cold Steve Austin pour le titre du monde poids lourd. Donc, il bat pour The Rock. Donc, il bat The Rock pour le titre du monde poids lourd. Et Steve Austin pour le titre WWE. Donc, c'est sûr, c'est le premier incontesté. Jusqu'à World Heavyweight Championship Root Returned. Donc, par rapport à Triple H. Et qui va, on va dire, améliorer le côté prestigieux de ce titre. Ensuite, Legacy, son héritage, c'est qu'elle a une histoire tellement forte, jusqu'à ce que ça se termine en 2014, quand le titre ne fera plus qu'un. Ouais, c'est ça, il me semble. Mais bon, je passe maintenant. Je passe directement au match, car j'ai pas le temps aussi à ça. Two of the Three Falls, pour le championnat NWA du monde poids lourd. C'est à Chicago, dans l'Illinois, en juin 1961. Donc, Pat O'Connor contre Buddy Rogers, le tout premier Nature Boy. Tout d'abord, ce match-là, il est très, 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 très ancien. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de voir des vieux matchs, c'est pas fait pour vous. Parce que si jamais on voulait faire regarder, vous allez peut-être dire qu'est-ce que c'est le catch de vieux pépère. Moi, je préfère le catch de jeunes, car c'est plus, on va dire, élevé. Mais après, j'aimerais bien dire à ceux qui disent que le catch de papy, comme ils aiment dire, sont peut-être pas à leur goût, ou alors ils trouveraient pas ça top. Sachez qu'à l'époque, c'était ça le catch. À l'époque, il n'y avait pas que des grosses gimmicks qui peuvent captiver la foule. Il n'y avait pas des catchphrases qui, qui ont fait venir en mémoire les, euh, les fans pour s'en rappeler de ce qu'ils peuvent dire. Par exemple, dans les promos de The Rock, on s'en rappelle de la plupart de ses promos. Ou encore, il n'y avait pas de storyline à l'époque. Il n'y avait même pas encore d'histoire à conter, si ce n'est que de la bagarre, de la technique, et que des mecs qui veulent en découdre, en prouvant qui est le meilleur. Donc c'était ça à l'époque. On va dire que le catch de, de arrière-grand-père ou des années en arrière pour les époques comme ça, sachez qu'on va dire c'est les précurseurs du catch qu'on connaît aujourd'hui. Et que il faut leur devait, enfin, on leur doit vraiment beaucoup. Car sans ça, le catch ne serait plus populaire, même si c'est plus non plus à la mode en France et en Belgique, mais j'espère que ça va le redevenir très très vite. Voilà. Au moins vous m'avez compris, si vous n'êtes pas fan de vieux matchs, ne regardez pas du vieux match, regardez plutôt ceux d'aujourd'hui. Si vous adorez les vieux matchs, il faut savoir apprécier. Attendez, je vais vite venir. Excusez-moi, j'ai cru qu'on m'avait appelé, mais non, on m'a pas du tout appelé. J'étais persuadé, mais voilà. Donc je disais pour les vieux matchs et pour cette époque-là, que j'avais dit que c'était les précurseurs et que c'est totalement vrai. Maintenant, je passe directement au match entre Pat O'Connor et Buddy Rogers. Tout d'abord, je sais bien que Buddy Rogers va remporter la première manche. Ensuite, c'est Pat O'Connor. Et le dernier, ça se joue pour la suite. Ce sera pour Buddy Rogers. Donc, il me semble que lui aussi, il a remporté le titre. Car j'avais vu dans ce match-là. Et oui, si vous avez des doutes, le match-là est en noir et blanc. Donc certains ne seraient pas fans, mais voilà, il faut comprendre que c'était comme ça à l'époque. Et ensuite, encore un autre match, c'était en 1969. Et celui-là, je l'ai noté dans Top 50.
Il me semble, hein. Il me semble. Attendez. Je vais vite quand même regarder. Et j'ai pas envie de trop tarder non plus. Il me semble que j'ai déjà noté. Non, à mon avis, non, je l'ai pas noté. Bref, c'est pas grave. Je crois que même le frère de Terry Funk a aussi remporté euh, la ceinture aussi. Ou alors il conserve drastiquement son titre. Mais c'est peut-être le cas. Mais Gene Kiniski, je ne sais pas s'il a déjà été champion, mais Dory, c'est fort possible qu'il ait été champion NWA. Vous savez quoi, je vais quand même prendre un risque. En plus, il y a encore un match que j'ai déjà noté entre Jack Briscoe et Terry Funk. Donc on va dire c'est victoire de Dory Funk, donc qui remporte le titre. Et par contre, ce match-là, allez, je mets 3,10, 3 aussi, 0,10. Et celui-là, en description, voilà. Vu comment je sais qui est vainqueur, car c'est Terry Funk qui remporte face à Jack Briscoe. Car Jack Briscoe aussi a déjà été champion du monde de la NWA. Voilà, au moins vous saviez. Ensuite, Harley Race contre Dusty Rhodes. Là, c'est sûr, Harley Race a déjà été champion. Et c'est encore à Championship Wrestling from Florida. Dans celui-là, c'était 11 février 1969. Dans celui-là, 10 décembre 1975 ou 75. Et celui-là, 21 août 1979 ou 79, si vous préférez. Si je crois bien, c'est là où Dusty Rhodes devient pour la première fois champion du monde poids lourd en battant Harley Race. Le match aussi était pas mal, même si, encore une fois, les qualités, c'est pas non plus du rendez-vous. Mais ce match-là, je mets 3,20. Voilà. Ensuite, à la AWA Super Clash en septembre 28 1985. Nature Boy versus Magnum TA. Et c'est sûr, c'était lui le champion. Donc, il combat Magnum TA. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai déjà noté dans le coffret de Rise and Fall of WCW, mais il me semble que j'ai déjà noté. Mais après, si je fais une erreur, oh putain, je serais mal barré. Ou alors, je vais prendre quand même un risque, car je sais bien que c'est victoire de Ric Flair qui bat Magnum TA, même si Magnum TA a tenté et essaie de battre Ric Flair. Ce match-là, je mets 3,20. Et celui-là, c'est sûr, il est présent dans le coffret de Sting. Donc c'était au Great American Bash 7 juillet 1990, ou 80, on va le dire 90, voilà. Donc c'est là où Sting remporte son tout premier titre face à Ric Flair. Oui, je dis direct car j'ai pas envie de trop m'attarder dessus, car j'ai dit que je n'ai pas forcément toujours le temps. Mais c'est Sting qui bat Ric Flair, voilà. Au moins vous saviez, ce match en description. DVD 2. Donc c'était que pour le championnat WCW cette fois-ci. À Clash of the Champions 24 en janvier, enfin le 30 janvier 1991. Ouais, je sais, 91. Ric Flair contre Scott Steiner. Tout d'abord, il y avait un temps limite contre la montre. Donc je me rappelais que ça se battait, on va dire, de manière dure, un peu lente, mais que ça peut au moins détendre l'atmosphère pour mieux, on va dire, prendre son souffle, un petit peu prendre son temps, pas aller à fond comme un énorme bourrin, car c'est en écoutant les anciens que on devient, entre guillemets, meilleur. Je peux les comprendre. Scott Steiner pense avoir la victoire en main, mais malheureusement, aux limites de temps, ça finit jusqu'à 0, et du coup, c'est victoire de ni l'un ni l'autre, et défaite de ni l'un ni l'autre. C'est juste que le temps a écoulé, et c'est Ric Flair qui devient toujours champion du monde poids lourd. Donc il le reste. Et ce match-là, je mets 3,5. Je mets 3,5. Ensuite, enfin, c'est un Great American Bash 14 juillet 1991. Lex Luger contre Barry Windham.
dans un match en cage. Je me rappelle que c'était dans un match en cage. Tout d'abord, le public scandait le nom de Ric Flair, car vu comment Ric Flair il avait quitté la WCW pour la WWE à cause des problèmes cordiaux entre, entre Jim Herd, si je crois bien, et Ric Flair. Donc il y avait une embrouille. Donc pour ça, il préférait d'y aller à la WWE avec justement le titre de la NWA WCW en se présentant comme le vrai champion du monde. Et que là, maintenant, il faut désigner un nouveau champion. Et c'était le titre que WCW. Donc la pure qui va être remis jusqu'à ce que des années plus tard, ce sera la Big Gold qui reviendra. Donc c'est victoire de Lex Luger car il a été aidé par Arn Anderson et J.J. Dillon, je crois. Donc qui bat Barry Windham. Ce match-là, 3,5. Voilà, 3,5. Ensuite, à Baltimore, Minnesota, je crois. Ou MD, voilà. 2 août 1992. 92, si vous préférez. Ron Simmons contre Big Van Vader. Donc oui, Vader était le champion et face à lui, un Afro-Américain qui veut tenter sa chance pour battre ce gros bourrin de Vader pour devenir le premier champion afro-américain. Et d'ailleurs, ça va être le cas. Pourtant, c'était pas gagné d'avance pour Ron Simmons, mais il va quand même réussir on va dire, à remonter et à battre Vader justement. Donc il bat Vader et il devient le tout premier noir américain à devenir le champion du monde. Et du coup, à la WWE maintenant, on met en avant, on va dire, la plupart des pays qui peuvent être prestigieux s'ils sont, on va dire, bien accueillis aux États-Unis, s'ils peuvent être bien pushés, que ce soit blanc, noir, asiatique, ce que vous voulez. Au moins, il n'y a pas de racisme. Ils ont tolérance zéro sur le racisme. Et, euh, et tout simplement, dans le meilleur des cas, tout le monde est content. Peu importe les origines. Donc ce match-là, 3,40 entre Vader et Ron Simmons. Ensuite, Human Cage. Donc c'est pour le titre WCW. Et c'était à Saturday Nights. En octobre 16 du... Ouais, du 16 en 1993. Vader contre Ricky de Dragon Steamboat. D'ailleurs, je crois que c'était un match des bûcherons. En tout cas, ils ont dit ce concept. Mais en tout cas, il n'a pas la match en cage, malheureusement. Mais je crois qu'il est présent dans le coffret Steamboat, ou j'en suis pas sûr. Mais je sais bien que c'était mal parti pour Ricky Steamboat. Lui qui voulait devenir à nouveau champion du monde. Donc il voulait le redevenir, mais malheureusement, ça va pas être de la tarte, comme j'aimerais peut-être dire. Car c'est Vader qui bat Ricky Steamboat, alors qu'il y avait Sid Vicious qui faisait son powerbomb. Et du coup, ça a permis à Vader de faire son splash et de battre justement ce dernier. Donc ce match-là, 3,5 aussi. Si je ne l'ai pas noté, mais c'est pas grave, mais voilà. Ensuite, à Halloween Havoc, 23 octobre de 1994, dans un match en cage. Carrière contre le titre. Donc Hulk Hogan contre Ric Flair. Et c'était 23 octobre. Ouais, ça je l'ai dit, putain, pourquoi je le redis. Eh ben, le match était très bon, comme leur tout premier affrontement à la WCW était pas mal. Je me rappelle qu'il y avait Mohamed Ali qui était à l'extérieur du ring, qui regardait le match, et Mr. T qui arbitrait. Donc là, on se dit que l'avantage vient de Hulk Hogan. Eh ben, c'est pas du tout faux. Mais que Ric Flair, lui, il avait besoin de Sensational Sherry pour venir à bout. Mais sauf qu'il va pas réussir à venir à bout de ce bonhomme qui est Hulk Hogan. Car Hulk Hogan va réussir à battre Ric Flair avec un leg drop. Et c'est victoire de Hogan. Ce match-là, j'ai jamais noté. Donc je le mets 3,50. 3,50. Ensuite, à Super Brawl 53, je crois. Je pense que c'est ça.
ouais, on va dire ça comme ça. 22 février 1998, Sting contre Hollywood Hulk Hogan. Si je crois bien, le champion, c'était Hulk Hogan lui-même. Et que Sting, ben, vu comment il a le maquillage de The Crow, donc ce n'est pas le Sting coloré, car le Sting coloré, c'est là. Et là, c'est le Sting en noir et blanc. Et qu'il affronte le Hollywood, donc oui, le représentant de la NWO, le pur dictateur par excellence, oui, un grand dictateur. Euh, c'est de... Ouais, je pense que Sting, il arrive à battre Hulk Hogan, ou alors c'est Hulk Hogan qui bat Sting. Car je crois que ça démarrait un peu lentement jusqu'à ce que ça se commence à aller en couille, mais que ouais, peut-être qu'il a déjà battu pour le titre. Il me semble qu'il a déjà battu Clean, vu comment on va dire c'était la revanche de Starrcade 1997, que ce match a été un fiasco. Donc ils veulent retenter en mieux, et que je crois que c'est victoire de Sting. Ou alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais peut-être Dogan. Ouais, on va dire c'est victoire Dogan. Oh, je ne sais plus, mais il faudrait que je regarde la carte pour en être sûr, hein. Mais bon, ce match-là, 3,50. Voilà. Ensuite, à Nitro, le 6 juin 1998. Goldberg contre Hogan, encore une nouvelle fois. Là, on peut dire que c'est sûr, c'est là où Goldberg bat Hulk Hogan pour le titre. Donc, je spoil direct. Il le bat avec un Spear et un Jackhammer. Et c'est là où il devient le premier champion des États-Unis et du monde poids lourd. Donc voilà, ce match en description. Ensuite, Booker T contre Jeff Jarrett à Bash at the Beach 9 juillet 2000. Donc c'est là, dans ce show-là, où Jeff Jarrett il affronte Hogan, mais que Jarrett il se couche au sol en demandant à Hogan de faire le tomber, et que c'est là où il y a tous ces fameux scandales avec lui et Vince Russo. Shoot à l'écran, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et du coup, ben, je me rappelle de la promo de Vince Russo. Il n'est pas présent normalement dans ce coffret, mais je ne sais pas s'il est présent. Il dit qu'ils vont retenter de mettre le titre en jeu, car le titre ne va pas appartenir à un vieillard chauve, fils de la plage comme Hulk Hogan, que ça mérite maintenant à des jeunes. Donc en gros, Jeff Jarrett, il n'a pas perdu le titre, donc il a conservé le titre, jusqu'à ce que Booker T arrive, il le défie. Mais je pense que c'est pas là qu'il devient champion. C'est très très dur à dire. Je pense même pas que c'est là qu'il devient... Enfin, peut-être, hein, je peux imaginer, peut-être. C'est dur à dire. On va dire c'est victoire de Booker T. Voilà. Ce match-là, ben, 3,60. Ou moins si vous préférez, 3,50. Ouais, allez, 3,50. Ensuite, le match que j'ai déjà noté entre The Rock et Chris Jericho, à No Mercy, 21 octobre 2001, pour justement le titre WCW. Vous saviez que la WCW a été achetée par la WWF, et que cette fois-ci, ben, les deux s'affrontent pour le titre, et que c'est là où Chris Jericho il bat pour la première fois The Rock, et qui devient pour la première fois champion du monde poids lourd. Même si c'était grâce à l'aide de Stephanie McMahon, qui avait pris une chaise, et du coup, ben, Chris Jericho il s'est engouffré et il bat The Rock. Donc voilà, ce match en description. Je le dis direct, hein, comme ça je perds pas de temps. Voilà, parce que je suis tellement pressé. DVD 3. Unforgiven, 22 septembre 2002. Triple H contre Rob Van Dam. Là, c'est sûr, Rob Van Dam n'a jamais été champion du monde poids lourd. Et là, c'est la Big Gold Bet Made in WWE qu'on connaît actuellement. Mais que je crois que c'est là où il se fait aider par Ric Flair. Et du coup, ben, c'est Triple H qui remporte le match face à Rob Van Dam et qu'il conserve son titre. Ensuite, face à Shawn Michaels à Taboo Tuesday. Ce match-là, 3,60. Là, je mets ça. Et celui-là, je l'ai déjà noté, donc je le mettrai en description. Pareil pour celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas noté. Celui-là, je l'ai déjà noté. Celui-là aussi. Mais je vais les citer quand même. Eh ben, c'était... Attendez.
à un match normal et que Triple H cherchait à se débarrasser de Shawn Michaels une bonne fois pour toutes, même si la rivalité est terminée depuis Bad Blood, mais qui retente à nouveau. Donc c'est sûr, ils vont pas se lâcher. Même si Shawn Michaels a voulu tenter un switch in music, ça n'a rien suffi. C'est Triple H qui bat avec un pedigree. Voilà, je dis directement, j'ai pas envie de perdre de temps. Ensuite, à No Way Out, 19 février 2006, Kurt Angle contre Undertaker. Là, c'est sûr, je vais dire direct, c'est Kurt Angle qui bat Undertaker. Alors que l'Undertaker fait le Hell's Gate sur Kurt Angle, lui, il a l'intelligence de faire un petit paquet modifié à la fin, alors qu'il avait la tête bloquée, donc il a utilisé, on va dire, le côté psychologie, et c'est le côté psychologie qui a parlé. Donc voilà, c'est victoire de Kurt Angle en description. Ensuite, match à SmackDown le 7 avril 2006, Rey Mysterio contre Randy Orton. Là, vous vous dites, ça y est, Randy Orton, il va battre Rey Mysterio. Mais par contre, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas mis match de Randy Orton ou Benoît. Vous connaissez bien, hein. Donc ils auraient pu mettre pour le titre, mais ils n'ont pas fait, car il y a Chris Benoit et on ne doit pas le mentionner. Voilà. Donc vous vous dites peut-être, ça y est, Randy Orton, il va devenir champion, il va battre Rey Mysterio de manière facilement. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Car je me rappelle qu'il a bumpé comme un malade, même Rey Mysterio a bumpé comme un malade. Ils se sont donnés à bout d'eux-mêmes. Et là, ils vont aller droit au but. Et que, si je crois bien, Rey Mysterio, il fait un 619 un premier temps où il le poteau. Après, un deuxième 619 et un springboard descend de la cuisse sur la tête et qui remporte le match. Donc ce match-là, 3,60. Voilà. Ensuite, Batista contre Undertaker contre Edge à Armageddon le 16 décembre 2007. Là, c'est sûr, c'est Edge qui remporte ce match, car il avait prévu les faux sosies, donc Hawkins et Ryder, alors que Edge est... Enfin, alors que Edge était soi-disant KO, mais on sait bien qu'il a fait venir des renforts, alors que aussi Batista, il en a éliminé un, Undertaker aussi, et qu'au moment où il a fait un tombstone sur Batista, Edge utilise la chaise pour cogner derrière la tête de l'Undertaker et de faire le tomber et remporter le titre. Donc voilà, vous savez bien. Ensuite, Survivor Series 23 novembre 2008, John Cena contre Chris Jericho, c'est sûr, je l'ai déjà noté dans le coffret de John Cena, dans Survivor Series, et autres que je peux citer. Donc c'est là où John Cena il fait son retour et il bat Chris Jericho. Hein, au moins vous saviez, il le bat avec un FU, même si Chris Jericho a tenté de l'affaiblir à plusieurs reprises, mais John Cena était trop fort pour lui, et voilà, c'est victoire de Cena, je vais le mettre en description aussi. Aussi celui-là, donc voilà, au moins vous saviez, et c'était à Extreme Rules le 7 juin 2009, dans un match de échelle. C'était pas le TLC. Non, non. Pourtant, ils ont quand même utilisé un petit peu des tables, des chaises possibles, des échelles, c'est sûr et certain. Jeff Hardy contre Edge. Et vous allez voir qu'après, il y a le cash-in de CM Punk. Donc, celui-là, ça va être spécial. Je vais le noter en 2 fois. Voilà. En description également. C'est là où Jeff Hardy, il remporte pour la première fois le titre du monde poids lourd, vu comment à Armageddon, il devient pour la première fois champion de la WWE. Donc il aura réussi à détenir 2 ceintures mondiales différentes, même si on sait bien que par la suite, il n'aura plus l'occasion de le décrocher. Donc c'est là, on va dire, il crucifie Edge en remportant le titre. Donc il bat Edge, même s'il s'est passé des spots de fou. Et c'est là aussi M-Punk, il cache sa mallette pour essayer de battre Jeff Hardy. Jeff Hardy se relève d'un premier GTS. Il essaie de faire un petit paquet, mais CM Punk, il fait un high kick suivi d'un nouveau GTS et il bat Punk. Donc c'est CM Punk le nouveau champion du monde poids lourd et ça se termine là-dessus. Donc les matchs comme ça, ce seront en description. Donc voilà, j'ai fini directement. J'espère que j'aurai été rapide avec cette review. Tout d'abord, le reportage, donc le documentaire, match et l'ensemble, parce qu'il n'y a pas de bonus, et il n'y a pas de scènement non plus, je lui mets 4,50, voilà. Et avant qu'on se quitte, je vais vous montrer les DVD que j'ai reçus, donc voilà. Et après, je vous dis à bientôt, parce que vous savez que je vais rentrer à l'hôpital dans pas mal de minutes. Donc oui, j'en ai que ça. Les plus grandes superstars des années 90, voilà, au moins je l'ai eu. J'ai eu un prix
qui me plaisait bien. Ensuite, Wrestling Megastars, The Big Show. JBL, le DVD sur JBL. Et bien sûr, celui-là, je vais le faire le review, c'est sur Unlashled 2.0, qui est très facile, que j'ai même pas besoin de regarder. Voilà, je connais déjà les matchs. Donc d'abord, le match à WrestleMania 21, vous connaissez bien, c'est victoire de Batista. Encore Batista, Batista. Donc 3 affrontements face à Triple H. Et le dernier dans un Hell in a Cell. Pour le titre du monde poids lourd, c'est sûr que j'ai pas besoin de le dire directement, vu comment ce sera en description. Ensuite, au Great American Bash, où il se fait disqualifier face à JBL. Et là où il bat JBL, au SummerSlam. Donc voilà. Au moins, c'était tout pour cette review. Et que... Celui-là, je mets un 3,40, voilà. Donc ça fera, on va dire, 2 à noter différemment. Donc voilà, c'est terminé pour cette review. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. Et à bientôt, je l'espère. On se reverra. Et si jamais je serai de retour, je vous ferai une vidéo où je serai de retour spécialement. Et que je poursuivrai avec une autre DVD en review. Donc, à plus, les fans de catch!